Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le Club Pancho, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, une nouvelle fois, hein. On vous souhaite nos meilleurs vœux, une bonne année 2026. Et là on va passer un petit temps, 20-30 minutes maximum avec l'invité du jour, pour évoquer Claude Puel, parce qu'on a fait le numéro avec Vincent et Anto pour revenir sur l'actualité, analyser un peu ce retour à l'OGC Nice, hein, qui n'est pas anodin. Mais qu'en est-il concrètement de la dernière expérience d'entraîneur de Claude Puel? On a beaucoup pointé le fait qu'il n'avait pas entraîné pendant 4 ans, mais comment cela s'est-il passé du côté de l'AS Saint-Etienne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité, puisqu'il s'agit de Paul. Pour les plus anciens du Club Pantio, vous vous rappelez de Paul qui était venu débattre, c'était un format Space de l'époque, lors de la saison 21-22. Il me semble que c'était une victoire 3 buts à 1 chez vous. Donc Paul, journaliste pour le média Envers et contre tous. Salut Paul, comment tu vas? Salut Pancho, ça va pas mal et toi? Bah écoute, ça va, c'est les vacances, voilà, les fêtes de fin d'année se terminent gentiment et on est reparti T'as été sur sage, un... c'est bon, le Père Noël t'a gâté? Évidemment, 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 comme chaque année, j'espère que toi ça a été le cas également. Déjà, Paul, avant qu'on aborde un peu le parcours de Puel à la SSE, euh, voir Puel retourner à Nice, c'est quand même une surprise en l'état. C'est un entraîneur, comme on l'a dit, qui n'a plus entraîné depuis plusieurs saisons. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce retour finalement, dans un ancien club? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée, sur le papier en tout cas, notamment parce que il connaît le contexte, il connaît aussi la présidence, enfin votre nouvelle ancienne présidence, donc je pense que l'acclimatation sera assez rapide. Après, est-ce que Claude Puel peut endosser ce rôle de pompier, lui qu'on a plutôt tendance à considérer comme un bâtisseur dans les clubs où il est passé, ça restera à voir, mais en vrai, je pense pas que ce soit une très mauvaise idée, si tant est qu'il y avait une réelle rupture avec Francaise, d'aller chercher Claude Puel, avec toutes les intégrations que ça soulève, à savoir, comme tu le disais, le fait qu'il n'est pas coaché depuis un peu plus de 4 ans maintenant, que malgré tout, le contexte en Ligue 1 a pas mal changé. Donc, voir si c'est un coach qui saura s'adapter dans une aussi courte période. Après, sur le papier, en tout cas, je trouve pas que ça soit une si mauvaise idée que ça que d'être allé chercher Claude Puel. Donc Claude Puel, là, vous retournez dans l'espace-temps. On se situe lors de l'année 2019. Il vient d'être remercié par Leicester au début de l'année 2019. C'est d'ailleurs la première fois dans sa carrière d'entraîneur à l'époque qu'il se fait licencier. Et donc il signe octobre, j'ai noté octobre 2019 du côté de l'AS Saint-Etienne pour remplacer Ghislain Printemps. À l'époque, Paul, comment était, on va dire, accueillie sa venue? Quel était le projet finalement derrière cette signature? Le projet derrière cette signature, pour contextualiser vite fait, Printemps était adjoint de Gasset. Feu Jean-Louis Gasset qui nous a quittés la semaine dernière. Et Jean-Louis Gasset arrête sa carrière à l'époque d'entraîneur. Voilà, il explique qu'il se met un petit peu en retrait, fatigué par cette dernière expérience à l'AS Saint-Etienne. Une dernière expérience réussie, puisque l'AS Saint-Etienne avait terminé quatrième du championnat. Et c'est son adjoint, Ghislain Printemps, qui prend la suite à l'été. Et ça matche pas du tout sportivement. Alors avec les joueurs, ça se passe plutôt bien. Dans le groupe, ça se passe plutôt bien, mais ça matche pas sportivement. Et le début de saison est assez galère. Et donc, Ghislain Printemps dirige son dernier match de mémoire. C'est un match de Coupe d'Europe. Il est licencié le jeudi ou le vendredi. Et le week-end, tu joues le derby. Et c'est dans ce contexte-là que Claude Puel arrive à l'AS Saint-Etienne en début octobre. Et c'était plutôt bien accueilli du côté des suiveurs et du côté des supporters de la S Saint-Etienne parce que justement, il avait cette réputation, Claude Puel, que ce soit à Nice, que ce soit à Lille, que ce soit à Monaco, d'avoir su construire dans la durée au sein des clubs dans lesquels il avait évolué. Donc on était quand même plutôt rassurés. Là où sur les dernières saisons, on a vu des profils comme Gasset qui était venu un petit peu quand il y avait le feu, Oscar Garcia, ça s'était pas très bien passé. Voilà, on se cherchait un petit peu dans l'après Christophe Galtier du côté de la Saint-Etienne. Et c'est vrai que le projet de Claude Puel dans un rôle élargi de manager général, rappelez aussi qu'il arrive en même temps que Xavier Tuilot, avec qui il avait été directeur général des opérations, avec qui il avait évolué du côté de Lille. Donc c'était
un packaging d'ensemble de direction sportive qui était quand même plutôt séduisant sur le papier à ce moment-là. Et puis bah, ça match tout de suite avec les supporters parce que bah, ils gagnent le derby. Ils gagnent le derby, dernière seconde du match, centre de bout de boost, tête de Beric. Un but à zéro avec des choix tactiques forts où il avait fait jouer des jeunes joueurs, des joueurs un petit peu à la cave. Charles Abbey, Loïs Diony les avait relancés. Donc ça match assez rapidement et on se dit qu'à ce moment-là que c'est plutôt une bonne pioche qu'on a fait avec l'arrivée de Claude Puel. Donc la saison 2019-2020 se termine aussi avec cette finale de Coupe de France. Ouais, L'AS Saint-Etienne se maintient à l'issue de cette saison. ouais, petit Euh, miracle, hein. voilà. Et il y a ensuite cette saison 2020-2021 où l'AS Saint-Etienne, tu disais, termine 11e. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis, il y a cette saison 2021-2022 eh bien, où il est remercié début décembre. Euh, Avant de revenir là-dessus, comment est-ce que tu analyses un peu on va dire, ces 2 saisons et demie de Puel à Saint-Etienne, autant dans le jeu, dans la gestion du projet. On sait qu'il y avait voilà, ce rajeunissement aussi désiré par le coach. Et ce cadre-là aussi de manager général lui donnait à l'époque les pleins pouvoirs, entre guillemets, sur la stratégie sportive menée par Complètement, ouais. Saint-Etienne. Ouais, ouais, bah encore une fois, c'est le contexte est très important. Tu le rappelais la première saison, donc ses débuts sont plutôt prometteurs, mais tu es quand même en grande difficulté au printemps et bon, on saura jamais hein, ce qui se serait passé, mais sans l'arrêt des championnats au mois de mars dû à la pandémie de Covid, il y a quand même de grandes chances que l'AS Saint-Etienne, à mon sens, puisse descendre sur cette saison-là. Alors, il y a cette finale de Coupe de France un petit peu en trompe-l'œil qui s'est jouée au Stade de France au mois de juillet contre le PSG, machin, un bombast. Le contexte de l'époque, comme je te disais, il est très important parce que c'est le contexte de la signature des droits télé avec Mediapro. Donc il arrive, les droits télé sont signés, donc avec tout ce que ça engendre de promesses pour les clubs français à ce moment-là et tout ce que ça engendre aussi de gestion, c'est-à-dire ce milliard promis avec des clubs qui investissent en masse en Ligue 1. Bon, la suite ne leur donnera pas raison. Et en fait, Claude Puel, il va évoluer pendant 2 ans à la Saint-Etienne dans tout le contexte Mediapro. Donc le contexte, un petit peu de l'euphorie de ce milliard signé et tout de suite la désillusion de bah, finalement on n'aura jamais l'oseille. Et donc, du coup, ce rôle de manager général a quand même pas mal alimenté le passage de Claude Puel à la S Saint-Etienne. Parce qu'au-delà de la situation sportive du club, il y avait aussi cette gestion financière d'un club qui était déjà pas hyper sain financièrement avant son arrivée. Et qui, en plus, là, avec l'échec enfin, la non-arrivée de l'argent promis par Mediapro, se retrouvait sans action majeure financière dans une difficulté certaine. Donc pendant très très longtemps, Claude Puel nous a quand même plus parlé en conférence de presse de la globalité de la santé du club que de sportifs. Donc il y a eu des choix faits de se séparer de jeunes joueurs, notamment Wesley Fofana, qu'on a vendu pour 35 millions d'euros à Leicester. Dans un autre contexte, je pense que c'est des joueurs qu'il aurait pu garder. Donc encore une fois, tout ça, ça a un petit peu accompagné le parcours de Claude Puel à la S Saint-Etienne. Pour autant, sur le projet de base, alors c'est toujours facile de dire ça une fois que l'histoire est terminée et qu'on connaît la fin. Il y a eu une volonté de rompre avec l'ancien vestiaire pour installer des jeunes joueurs, certains avec succès, Lucas Gourna notamment, Wesley Fofana, Madi Camara aussi, qui était un joueur qui était cantonné chez nous à un rôle de joueur de réserve, qu'il a été cherché, qu'il a installé, qu'il a nommé capitaine. Voilà, c'est un joueur qui était à la cave sous Gasset, sous Printemps, et Claude Puel en a fait un élément fort de son projet. Quand il va chercher Madi Camara, à part pour les suiveurs que nous sommes de la réserve, personne n'y croyait trop. Bah, aujourd'hui, 5-6 ans après, quand on voit la carrière de Madi Camara en Ligue 1, on se dit que bah, sur le coup, il a été visionnaire. Ça n'a pas été le cas pour tous les jeunes qu'il a lancés, loin de là. Donc voilà, il y a eu cette volonté de rompre avec le passé, et ce qui a fracturé quelque part aussi un petit peu son vestiaire, et ce qui, à mon sens, a aussi précipité sa chute, Claude Puel. Et notamment, ce qui symbolise ça, c'est l'altercation avec Stéphane Ruffier, qui est voilà, Stéphane Ruffier, gardien emblématique de l'AS Saint-Etienne, plus de 9 saisons au club, un certain statut. Claude Puel, toujours encore une fois dans ce contexte global de santé financière du club, de pas de statut, c'est aussi un peu la particularité d'un mec comme Puel, il n'y a pas de statut, jeune, vieux, machin, tout le monde est sur un pied d'égalité.
s'est brouillé assez rapidement avec Stéphane Ruffier. Il y a eu de l'ego entre les deux. Jamais personne, aucun des deux pardon, individus n'est revenu sur ses, entre guillemets, un peu sur ses déclarations. Et on est arrivé à une situation où Stéphane Ruffier n'a plus jamais porté le maillot de la S Saint-Etienne. Et il est parti licencié par le club. Bon, les conseils des prud'hommes donnera raison finalement à Stéphane Ruffier dans ce dossier-là, mais voilà. Il y a eu pas mal comme ça d'altercations un petit peu avec le vestiaire qu'avait écrit à l'époque Bernard Lyons, les claquettes peignoirs, comme ils étaient appelés en interne, les cadres un petit peu fainéants de Claude Puel. Alors justement, ce contexte-là, il était voilà, beaucoup marqué par les finances. Euh, C'était une obligation finalement de se séparer à l'époque de ces cadres, Collot, Debuchy, Ruffier. Enfin, je veux dire, le club ne pouvait pas faire autrement finalement. Ou est-ce que tu penses Alors, qu'il y avait aussi sportivement, ils étaient parce que Ruffier a toujours été, on va dire, plutôt régulier sous votre maillot, si je ne dis pas de bêtises. ouais, alors il a eu une baisse de forme, c'est une réalité sur les 2-3 mois qui ont précédé justement son éviction. Ce qui a, je pense, aussi un peu conforté Puel dans sa volonté de s'en séparer s'il en avait l'opportunité. Pour Colo Debuchy, c'est deux situations différentes. Ils n'ont pas quitté le club sur les années Puel, ils sont restés un petit peu après. Euh, Juste, oui, il y avait une obligation financière à la S Saint-Etienne de se séparer de joueurs et de vendre des actifs. Ouais, ça a été le cas notamment de Wesley Fofana. La saison précédente, pardon, l'arrivée de Puel rappelait que William Saliba avait été également vendu à Arsenal pour plus de 30 millions d'euros. Donc c'est un club qui ne pouvait pas vivre sans l'apport de transfert. Donc il a fallu faire des choix. Et je pense que en faisant ces choix-là, par défaut, je suis persuadé que si Claude Puel avait pu garder tout le monde, il aurait gardé tout le monde. Il s'est mis en difficulté, il s'est mis en sérieuse difficulté. Mais c'était aussi la tâche qu'il attendait en signant à la S Saint-Etienne. Je veux dire, il n'y a pas eu de surprise, à part la surprise Mediapro, il n'y a pas eu de surprise sur le fait que c'était un club qui était en difficulté financière. Donc, quelque part, il connaissait aussi un peu la donne avant d'arriver, même si il faut quand même lui accorder ce crédit-là que Mediapro, tout le foot français l'a pris en pleine tronche, quoi. Donc, Et oui. pour le coup, je vais quand même lui apporter ce crédit-là. L'AS Saint-Etienne, je pense, était très très bien informé. Et sans doute que Claude Puel lui-même était très bien informé sur un petit peu tout ce qui se tramait en interne concernant l'échec et les premières alertes concernant le fait que Mediapro ne payait pas. Et l'AS Saint-Etienne a été très prudente sur tous les mercatos à partir du moment où Mediapro a signé ce contrat. A été très prudente, sur les salaires qu'ils ont donnés. Il n'y a pas eu de dépenses inutiles. Je pense que l'AS Saint-Etienne était clairement au courant que ça pouvait merder à ce moment-là. Et ça, il faut quand même apporter ce crédit-là à Claude Puel. Peut-être que si Puel n'avait pas été à la tête du club à ce moment-là, même si il y a eu une descente, et on va sans doute en parler après, peut-être que le club aurait pu couler dans des profondeurs plus grandes qu'une simple relégation en Ligue 2. Et en termes de jeu, concrètement, là, on a bien compris, on va dire, le cadre, le contexte autour de ça. Qu'est-ce que ça a donné, finalement, tactiquement, dans le jeu? Comment est-ce que tu considères le passage de Puel? Est-ce que c'était du pragmatisme à foison? Est-ce qu'il y avait une idée de jeu, une volonté de proposer quelque chose? Ou est-ce que, finalement, il a fait au mieux avec les armes qu'il avait à l'époque? Et bah, tu vois, en réfléchissant à ta question, j'ai pas spécialement de souvenirs. Et ce qui est quelque part une réponse. J'ai pas le sentiment qu'il y avait une identité de jeu qui se dégageait spécifiquement à l'époque. On était sur des choses plutôt rationnelles, plutôt pragmatiques. Bon, c'est du 4-2-3-1, du 4-4-2. De toute façon, Puel, c'est jamais non plus. Même si tactiquement, attention, grand technicien, Claude Puel, mais on est sur des choses quand même classiques. Ouais, j'ai souvenir qu'il a tenté deux, trois coups, qu'il a mis des joueurs à des postes qui n'étaient pas les leurs et tout. Notamment Aymen Mouefek, milieu de terrain de formation, qu'on a vu dépanner après une blessure de Mathieu Debuchy en poste de latéral droit. Ça avait été plutôt une réussite. Il a quand même eu deux, trois petits coups de génie comme ça dont on se souvient, qui ont été marquants à la Saint-Etienne, mais globalement, j'ai pas souvenir d'une identité de jeu spécifique à la Saint-Etienne à cette époque-là, en toute honnêteté. Et dans Je pense les... que c'était plus marqué chez vous, ça a été plus marqué lors de son passage à Lille, à Monaco. Chez nous, ça n'a pas été. Ça, j'en ai pas un souvenir. En tout cas, moi personnellement, j'en garde pas un souvenir spécifique tactiquement de choses que Puel faisait chez nous.
J'ai pas le sentiment d'une identité spécifique aux équipes de Puel à cette époque-là. Si, ça bagarrait. Ça, c'est une réalité. C'est une équipe qui était hargneuse, qui bagarrait, qui était dure. Ça, c'est une réalité. Mais c'est le style de toutes les équipes de Puel. Est-ce qu'on lui a pas laissé aussi suffisamment de temps? Bah, il a eu 2 ans quand même, hein. Il a eu 2 ans, et puis encore une fois, on le rappelle, le contexte est important. Il n'arrive pas simplement en tant qu'entraîneur, il est manager général. Donc c'est qu'il a à sa charge toute la responsabilité de l'équipe de A à Z, du recrutement jusqu'au résultat. Alors le recrutement, je te disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu de dépenses folles du côté de la S Saint-Etienne, et c'est une réalité. Il a fallu faire des coups, et Claude Puel, sur les coups qu'il a tentés, il s'est pas trop trompé. Ça, il faut quand même lui accorder ça. On va signer Ivan Masson pour 3 euros, qui finit international espoir 6 mois après. On va signer Jean-Philippe Crasso, que personne ne connaît, qui finit international ivoirien, qui aujourd'hui joue au Paris FC, mais qui a été meilleur buteur de Ligue 2. Ça, c'est des coûts à 0 euros sur des joueurs que personne ne connaissait, qu'on a été chercher dans des championnats de National ou National 2. Ça, c'est des vraies réussites. Et puis, il y a eu d'autres réussites à retardement. On va chercher Anthony Modeste. Ça ne matche pas forcément chez toi, mais 3 mois après, il fait une saison à 30 buts en Bundesliga. Donc, tu vois, il avait quand même ce truc, Claude Puel, de se débrouiller avec finalement très peu de moyens. Mais malgré tout, sportivement, ça n'a pas pris. Rappelez que quand il se fait virer, tu as 12 points, t'as 12 points au mois de décembre, et que tu es dans une situation catastrophique. Donc, et puis surtout, tu prenais volée sur volée. Il y a une volée contre vous, je crois, on prend 4 ou 5-0. Il y a contre Rennes, 5-0 aussi. Au bout d'un moment, ça peut pas s'éterniser tout le temps. Puis il y avait aussi une grosse colère des supporters, qui a un contexte particulier à Saint-Etienne. Bon, chez vous, ça gueule pas mal en ce moment, mais chez nous, il y avait aussi pas mal de choses contre Claude Puel, et notamment une campagne d'affichage des ultras stéphanois qui avait tagué la ville. Sur tous les panneaux de la ville, il y avait des marqués Puel casse-toi. Et donc, il y avait aussi, je pense, une urgence de la part de la direction stéphanoise de trancher en se séparant de Claude Puel. Et donc du coup, bon, à l'issue de cette saison, donc il se fait remplacer, tu disais par Pascal Dubras. Ouais, Donc là, on est en fin d'année décembre 2021, ouais. 2021. Et à l'issue donc, de cette saison, il y a donc ce barrage, tristement célèbre, voilà, qui condamne la SSE en deuxième division. Bon, est-ce que finalement, avec le recul, Duprat a pu quand même remobiliser cette équipe, a réussi à faire quelque chose de plus que Puel, ou est-ce que finalement, bon, l'équipe était condamnée parce que trop faible, parce que trop jeune, parce que... Enfin, comment est-ce que tu analyses un peu voilà, l'issue de cette saison? Trop faible, non. Quand on voit les noms qui composent cette équipe cette saison-là, on ne peut pas parler de faiblesse d'effectifs. Mais c'est une équipe qui était déséquilibrée, et qui mentalement n'était pas prête à jouer le maintien. Voilà, des Boudboufs, des Caseries, des Bouanga, qui sont des joueurs avec une certaine expérience. Je veux dire, quand offensivement, tu démarres avec ces 3 mecs-là, tu te dis pas que ça va jouer la 17e place en Ligue 1. En tout cas, pas à cette époque-là. Et sauf que par contre, c'est des mecs qui n'étaient pas armés, pas préparés. Cette équipe-là n'était pas préparée à jouer le maintien. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une équipe qui a été surprise sportivement et qui s'est jamais dépatouillée. Duprat a pris un petit peu plus de points que Puel. Je crois que Duprat prend une vingtaine de points. Puel en prend 12. Peut-être un peu plus pour Duprat, je t'avoue que j'ai plus la stat en tête. Donc il emmène cette équipe en barrage, ce qui était quelque part inespéré, hein, au mois de décembre. Mais le mal était trop profond. Et puis après, c'est la Saint-Etienne. Il y a aussi un contexte qui fait que à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de tensions, notamment en tribune. Et on l'a vu, ça a pété lors du barrage retour face à Auxerre. Ok, donc bon, le point de vue global de la situation. Au travers de son mandat qui a duré un peu plus de 2 saisons, quels ont été les éléments forts individuels de ces équipes? Et est-ce que finalement ce projet de rajeunissement bon, a vu des noms quand même ressortir? Et comment est-ce que tu le juges finalement ce projet? Parce que si j'ai bien compris, que ce soit Puel ou un autre, il serait intervenu tôt ou tard. Ouais, je pense qu'en fait, c'est aussi pour ça, parce qu'on juge forcément un coach à son passage, et quand un coach se fait licencier, c'est rarement que son bilan est positif. Donc,
forcément, on retient quand même pas mal de négatifs. Et puis, il y a cette descente en fin de saison 2021-2022, dont Puel est quand même grandement responsable, il faut pas se mentir, qui ternit un petit peu le bilan. Après, concernant Claude Puel, il y a eu un projet de jeunisme. C'est-à-dire, ça m'a fait rire parce j'ai entendu sa conférence de presse de présentation et il l'a ressorti en parlant de la nouvelle génération de coachs. Donc, je me suis dit, c'est quand même marrant un petit peu de pointer ça du doigt, alors que bon, lui-même, Mais pendant très longtemps, ça a été sa recette, quoi. il a aussi dit, et puis bon, j'ai lu son bouquin aussi, où il parlait justement de la nécessité d'avoir dans un groupe un équilibre entre justement Ouais, bien joueurs sûr. expérimentés et jeunes, et qu'on pouvait pas faire une équipe uniquement composée de jeunes, c'est pas possible. Mais ce qu'il fait à Saint-Étienne, en vrai, je pense que s'il a un peu plus de temps pour l'installer et peut-être un tout petit peu plus de moyens, ça peut fonctionner. Et il lui a peut-être manqué tu vois, peut-être manqué une saison de plus, mais quelque part aussi la situation dans laquelle se retrouve Saint-Étienne avec des cadres qui boudent un peu leur coach, c'est lui qui l'a provoqué. Donc il a peut-être voulu trop rapidement, je pense, un petit peu changer l'orientation de cette équipe et ça n'a pas marché. Voilà, c'est pas grave. Hein, pour une fois, ça n'a pas marché. Ça a marché à Lille, ça a marché à Nice. Ça a mis du temps chez vous, hein, parce que je me souviens que c'était le feu aussi à un moment sous Puel. Son début de mandat n'était pas non plus de tout repos. Bah, ça n'a pas marché à Saint-Etienne. Ça ne veut pas dire que ça ne remarchera pas à un autre moment. Euh, mais pour revenir à ta question initiale sur les joueurs qu'il a lancés, bah, il y a effectivement des noms assez connus. Mais en toute franchise, c'est des joueurs qui seraient sortis de toutes les façons, Puel ou pas Puel. Je veux dire, Wesley Fofana, il n'a pas attendu Claude Puel pour exploser. Wesley Fofana, il aurait explosé quoi qu'il arrive. Ça aurait été Pierre-Paul Jacques à la tête de la Saint-Etienne, il aurait explosé. Par contre, tu vois, je te donnais l'exemple d'un mec comme Madi Camara. Bah, si Claude Puel n'est pas à la Saint-Etienne, je pense que Madi Camara ne fait pas la même carrière. Ça, c'est une réalité. Tu vois, sur des joueurs bons, enfin moyens plus, bons joueurs de Ligue 1, j'entends, il a été capable quand même de mettre au niveau de trois mecs qui, sur le papier, n'étaient pas forcément destinés à faire la carrière qu'ils font actuellement. Et là-dessus, on peut pas lui retirer ce mérite-là. Sur les top joueurs de l'époque, les Saliba, les Fofana, il n'y a pas besoin d'être Luis Enrique pour savoir que c'est des mecs qui vont péter au plus haut niveau. Tu vois, Gourna Douat, on en parlait tout à l'heure, Lucas Gourna, c'est pareil, c'est un joueur qui était programmé pour exploser à la S Saint-Etienne. Que Puel l'ait installé ou qu'il ne l'ait pas installé, il se serait installé de lui-même. C'est un joueur qui était tellement au-dessus à cette époque-là qu'il n'y avait pas il y avait pas trop de surprises. Je veux dire, on s'est pas dit, voilà. Tu vois, j'ai un autre joueur en tête, c'est le dernier que je te donnerai, Seydou Sow, passé par Strasbourg, passé par Nantes. Bon là, c'est un peu plus compliqué pour lui, s'est fait le croiser l'année dernière. Bah Seydou, tu vois, un petit peu comme Madi Camara. Peut-être que s'il n'y avait pas eu Claude Puel, peut-être que c'est un mec qui n'aurait pas fait la carrière qu'il est en train de faire en Ligue 1. Je souhaite qu'il rebondisse. Seydou, c'est un peu compliqué pour lui depuis 2 ans. Mais tu vois, les Seydou Sow, les Madi Camara, peut-être c'est des mecs qui n'auraient pas eu cette carrière sans un Claude Puel. Green aussi, c'est lui qui remplace. Ouais, Etienne Green, ouais, bah, il y a l'intérim Moulin. Et bon, après, est-ce qu'on peut dire qu'Etienne Green fait une grande carrière, avec tout le respect que j'ai pour lui? Etienne Green, il a fait une demi-saison en Ligue 2. Enfin, après, c'est Paul Bernardoni qui arrive pour le remplacer. Parce que c'est un peu le feu. Une fois qu'il est en Ligue 2, on va chercher l'Arseneur parce qu'on voit qu'il n'a pas le niveau. Ouais, Hmm. Etienne Green, je pense pas que ce soit le bon exemple pour mettre en avant le travail de Claude Puel Oui, mais en toute franchise. non, mais il faut aussi prendre tout en compte, tu Ouais. vois, les Mais il réussites. avait installé Jesse Moulin à la sortie de l'épisode Ruffier, dans un premier temps. Et Ok. après, quand Moulin, effectivement, est sorti du club, il a installé Green. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais d'autres éléments à rajouter par rapport à ça? Bon, on a parlé du terrain, des résultats sportifs, du contexte aussi. Bon, il y avait cette relation avec les cadres qui a été un peu compliquée. C'est vrai que par contre, ça peut étonner le contexte dans lequel il arrive à Nice et surtout sur une courte mission. C'est un peu le côté un peu paradoxal, hein, par rapport à son profil, d'arriver un peu comme un Comboiré ou un peu comme un Pascal Duprat, un peu comme un pompier de service pour essayer de remplir cette mission. Est-ce qu'il aurait éventuellement des garanties pour prolonger? Bon, c'est ce qu'il a un peu nié en conférence de presse. Euh, Sans doute que mais, oui. mais bon, s'il fait une demi-saison du feu de Dieu, possiblement que Puel continuera. Euh, En tout cas, De toute façon, il est dans la meilleure situation. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Regarde, de toute façon, en gros, il n'y arrive pas. Ah, on dira qu'il n'y est pas arrivé.
mais que finalement, il a récupéré une équipe qui était dans un tel état que la tâche était trop difficile. Bon, en vrai, je pense qu'il va y arriver. Vous avez quand même un effectif de qualité. En plus, on s'est joué il y a pas longtemps. J'ai du mal à me dire que cette équipe-là ne prenne pas suffisamment de points pour se maintenir, en toute franchise, même si la situation, votre série négative, tout ça fait que ça doit sans doute un petit peu miner le vestiaire. Je pense qu'il y a quand même pas mal de leviers pour vous rebondissez, pour regarder quand même suffisamment de matchs de Ligue 1 le week-end. Je me dis pas que Nice est dans un danger absolu à la fin de saison, en toute honnêteté. Tu Mais as pour donné revenir sur l'exemple Puel, de la saison avec Boudbouz et compagnie, où ouais, vous n'étiez pas mais programmé pour jouer le maintien. vous êtes plus armé que nous à cette époque-là, je pense, réellement. Réellement. Après, encore une fois, je suis pas suiveur d'OGC Nice, je Oui, oui, regarde non, ça de manière mais très extérieure, je sais mais simplement que en Ligue 1, on a pris des danses contre Metz, on a pris des danses contre Le Havre, contre Lorient, ouais, et que au-delà des résultats qui ne sont pas bons, il y a aussi ce qu'on produit sur le terrain qui n'est pas j'entends. digne d'une équipe en fait qui joue l'Europe normalement, mais qui n'est même pas digne d'une équipe qui veut rester en Ligue 1. Donc c'est bon. Ouais, je Là-dessus, comprends. Puel, je pense qu'il a une mission et qu'il n'aura pas le temps de mettre en place une identité de jeu, mais effectivement d'activer des leviers mentaux et puis de redonner de la confiance à ce groupe qui en manque cruellement. Paul, Il merci est bien beaucoup. entouré en plus. Bah, Je il est... finis juste, et en plus, Ouais, bien je sûr. pense qu'il est bien entouré. Bon, j'ai cru comprendre que vous êtes un peu surstaffé, mais Bah, pour parler de quelqu'un qu'on je- connaît bien à ouais, Saint-Etienne, Sablé. Julien Sablé, je pense que l'association des deux hommes est une très bonne idée. Et Très très justement, bonne idée. la cohabitation, tu fais bien d'en parler. Elle était aussi présente à Saint-Etienne. D'ailleurs, Sablé Ouais, fait un intérim de ouais, bien sûr. quelques Ouais. jours. Ça avait fonctionné, ça aussi, à l'époque? Enfin, Bah, l'intérim de Sablé, non, ça n'a non, 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 jamais trop fonctionné. Il en a fait deux dans sa carrière à la- Saint-Etienne, ça n'a jamais matché. Mais oui, l'association. oui, Julien Sablé a été un élément important du staff de Claude Puel. Et Julien Sablé a été très important, je pense, dans l'intégration de Claude Puel à l'AS Saint-Etienne. Julien Sablé est alors c'est pas un enfant de Saint-Etienne, mais il a fait toute sa carrière de jeune footballeur à Saint-Etienne, puis le début de sa carrière professionnelle. Et c'est quelqu'un qui était très implanté au club à ce moment-là. Donc je pense qu'il a pas mal facilité le travail d'intégration de Claude Puel à l'époque. Et je pense que les deux hommes sont plutôt contents de se retrouver du côté de Nice. On va suivre ça bien, dès demain, au moment où on enregistre réception du Racing Club de Strasbourg. Paul, merci beaucoup en tout cas pour ces éléments. Merci à toi, Pancho. L'objectif, c'était d'avoir voilà, le contexte autour de son passage à Saint-Etienne, même si ça commence à dater un peu, mais aussi pour Ouais. bien, apporter des éléments par rapport à sa capacité et puis voilà, se mettre dans les meilleures dispositions pour voir si effectivement ça fonctionnera chez nous ou pas. C'est tout ce qu'on souhaite. Paul, merci Je vous le beaucoup. souhaite. Ouais. Passe Salut, Pancho. un très bon week-end et puis nous on se dit à très vite pour débriefer justement cette rencontre contre Strasbourg. Merci à tous, la Baeta et Sanissa. Ciao ciao.